À 6h44, Europe 1 vous répond. Thomas Soto. Areva a perdu près de 5 milliards d'euros l'an dernier. Areva va supprimer 5 à 6 000 emplois dans le monde, dont une majorité en France. EDF se sent pousser des ailes pour racheter les réacteurs d'Areva. Voilà en 3 phrases résumées les soucis de celui que l'on présentait hier encore comme le géant français du nucléaire. Bonjour Jean-Marie Chevalier. Bonjour. Vous êtes spécialiste des questions énergétiques et professeur émérite de sciences économiques à l'université Paris-Dauphine. Le nucléaire est-il devenu ou en train de devenir une énergie du passé ou est-ce que c'est simplement une mauvaise passe ? On est à un moment très particulier de l'histoire du nucléaire. Bon, pour Areva, il faut bien voir qu'il y a eu le choc dramatique de Fukushima. Fukushima, c'est quand même 2011, c'est 50 réacteurs nucléaires au Japon qui sont arrêtés depuis cette date. Et donc, c'est une perte d'un marché sur lequel Areva intervient beaucoup. Et puis, ceci a entraîné des hésitations dans de nombreux pays. L'Allemagne a décidé de sortir du nucléaire plus rapidement que prévu, et d'autres pays s'interrogent. Et puis, on a la montée de constructeurs émergents comme les Chinois qui ont envie de prendre des parts de marché sur le nucléaire. C'est-à-dire qu'il y a moins d'attrait pour le nucléaire parce que ça fait peur aujourd'hui le nucléaire, c'est ça? Fukushima a eu un effet tellement dévastateur? Je pense surtout que Fukushima a eu comme effet de révéler que le nucléaire avait des coûts futurs qu'on n'avait pas encore assumés, qu'on devrait assumer un jour. Et ces coûts futurs, c'est le démantèlement des centrales en fin de vie et c'est le stockage des déchets radioactifs. Aucun pays dans le monde n'a encore réglé ce problème-là. Alors il y a le problème Fukushima, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi est-ce qu'il n'y a pas eu un énorme problème de gouvernance chez Areva? Est-ce que Areva n'a pas d'abord été mal gérée? Est-ce que c'est pas ça qu'elle paye? Alors si vous voulez, il y a eu un problème, c'est que Areva, dans ses belles années, dans les années 2000, c'était quand même la renaissance du nucléaire. Partout, on parlait du nucléaire. Et la fierté française. Anne Lauvergeon, la patronne, on l'a surnommée Atomique Anne. Et l'EPR était le produit français sûr, efficace, etc. Et ensuite, il y a eu 2 choses. Il y a eu Fukushima, mais il y a eu tous les déboires sur les chantiers de l'EPR, aussi bien en Finlande qu'en France avec Flamanville. Alors l'EPR sont les réacteurs de 3e génération. Une fois qu'on en aura digéré le retard à la livraison, Jean-Bernard Lévy, ici même sur Europe 1 face à Jean-Pierre Elkabbach, disait livraison prévue en 2017 à Flamanville avec 5 ans de retard. Ça peut être le tube de demain, les EPR, ou pas? Est-ce que c'est vraiment une perspective d'avenir ou est-ce que déjà les EPR ont du plomb dans l'aile? Alors je crois que tout va dépendre de la décision anglaise. Les Anglais sont en Europe un pays qui veut continuer dans le nucléaire. Il y a un projet de construction de 2 EPR en Grande-Bretagne par EDF. Pour l'instant, le financement n'est pas encore complètement bouclé et donc la décision définitive n'est pas prise, mais le chantier a commencé. Et je dirais que le succès de l'EPR sur ces 2 chantiers est quelque chose de fondamental. Bon, ou bien c'est décidé, ça marche, ou bien il y a encore des déboires là-dessus, et ça c'est très embêtant et c'est très grave pour l'avenir du nucléaire. Il y a combien de réacteurs nucléaires en France? Et est-ce que c'est plus qu'ailleurs ou moins? 58. On est le 58. 2e pays nucléaire au monde. Les États-Unis ont une centaine de réacteurs, la France 58, le Japon une 50aine, et ensuite il y a les Russes avec une 30aine. Ça veut dire que quand Areva annonce 3 à 4 000 suppressions d'emplois en France, le nucléaire ça représente beaucoup d'emplois directs et indirects? Alors si vous voulez, le nucléaire, il y a d'une part il y a Areva et ses sous-traitants, et puis il y a tous les gens EDF qui sont impliqués dans le nucléaire. Donc grosso modo, on dirait que ça doit être 200 000 personnes en tout, si on prend en compte tout l'ensemble du personnel. Jean-Marie Chevalier, il y a une question qui est beaucoup revenue chez nos auditeurs, notamment sur Europe1.fr, ça concerne l'état de notre parc nucléaire. Personne n'attendait Tchernobyl et il y a eu Tchernobyl, personne ne redoutait Fukushima, il y a eu Fukushima. Est-ce qu'en France on est à l'abri? Alors, on n'est pas complètement à l'abri, et ça, l'autorité de sûreté nucléaire, qui est une autorité très compétente et très transparente. C'est important ça, c'est transparent. Oui, parce que et elle s'est révélée comme une des meilleures autorités du monde après Fukushima, en ayant des prises de position intéressantes et objectives. Donc moi, je lui fais confiance. Et tant que l'autorité de sûreté dit « vous pouvez continuer », en tant qu'économiste, je trouve absurde de fermer. La fermeture des centrales allemandes, par exemple, pour moi, est une aberration économique. Vous parlez de la fermeture des réacteurs de Fessenheim, par exemple, prévue normalement en 202017, nous disait encore Jean-Bernard Lévy hier. Pour moi, la fermeture de Fessenheim, c'est un non-sens économique. Il y a eu un rapport fait par des parlementaires qui chiffrent la fermeture environ à 5 milliards d'euros, ce qui est quand même un coût énorme. La fermeture seule des 2 réacteurs de Fessenheim, 5 milliards d'euros. Oui. C'est ce qui a été dit. Je ne connais pas le détail des calculs, mais c'est un coût évident. Bon, et pour moi, là encore, c'est pas rationnel du point de vue économique, parce qu'une centrale qui marche en respectant
les consignes de sécurité, les standards de sécurité visés par l'autorité de sûreté, on la laisse tourner. Et donc j'étendrai mon raisonnement pour l'ensemble des parcs nucléaires. Tant qu'une centrale fonctionne en respectant les règles de sécurité, on la laisse fonctionner. Et puis après, on la ferme. Jean-Marie Chevalier, il y a aussi une loi de transition énergétique qui est en discussion à l'Assemblée, en deuxième lecture. Est-ce que c'est la révolution qu'on nous annonçait, cette loi, ou pas ? Alors, je dirais que dans cette loi, il y a deux choses très positives. C'est un accent qui est mis de façon continuelle sur tout ce qui est efficacité énergétique. Alors, c'est bien dit, mais... Concrètement, ça veut dire quoi, ça ? Ça ne suit pas toujours, hein, parce qu'il y a un problème de financement derrière. Efficacité énergétique, ça veut dire qu'on pourrait vivre de la même façon que l'on vit en consommant 20% de moins d'énergie. D'accord. Et dans tous les secteurs, aussi bien le bâtiment que les transports, etc. Mais ce n'est pas facile à mettre en œuvre, notamment dans des logements anciens. Et puis le deuxième point très positif aussi dont on sous-estime l'importance aujourd'hui, c'est tout ce qui est décentralisation. Le débat sur la transition énergétique, il y a eu des centaines de débats en province et maintenant des initiatives qui sont prises de façon beaucoup plus décentralisée avec des projets qui utilisent davantage les énergies locales, les ressources locales qu'on peut combiner avec d'autres énergies et ça c'est très nouveau dans le cas français. Alors compte tenu de tout ce que vous nous dites, est-ce qu'il faut s'attendre à payer notre électricité plus cher ? Oui, c'est clair. Beaucoup plus cher. Et là-dessus, je me bats depuis des années contre la classe politique gauche et droite confondue qui donne des illusions aux Français. Si on regarde les statistiques, c'est vrai qu'en France, notre électricité, on la paye beaucoup moins cher que dans la plupart des autres pays d'Europe, mais c'est un mensonge économique parce que tous les coûts ne sont pas répercutés et ne l'ont pas été. Beaucoup plus cher. Combien Écoutez, ça va passer du simple au double ou... Le président de la commission de régulation a dit qu'il faudrait que les prix augmentent de 30%. Ah, quand même. Dernière question qui nous arrive sur Europe1.fr. Rachid, quel intérêt pour EDF de racheter Areva qui ressemble à un boulet ? Parce qu'ils veulent racheter la partie réacteur. Hein. Alors, à mon avis, c'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose parce qu'on mélange deux métiers. On mélange le métier d'opérateur de centrale, c'est le métier d'EDF, et le métier de constructeur de centrale. Et du point de vue d'Areva, il y a un point extrêmement positif qu'on ne dit pas assez, c'est que Areva est le médecin du nucléaire mondial. C'est-à-dire qu'on a un parc mondial de 450 réacteurs et Areva est sur la moitié d'entre eux à peu près. Et donc ça, c'est un marché extrêmement intéressant et en pleine croissance. Merci Jean-Marie Chevalier d'être venu en direct sur Europe 1 ce matin pour répondre aux questions de nos auditeurs. Pour aller plus loin, il y a le livre que vous avez publié chez Odile Jacob qui s'appelle « Transition énergétique, les vrais choix ». Merci, bonne journée.